planètes différentes, les soucoupes volantes, on en parle depuis des décennies. Mais aujourd'hui, les scientifiques s'en mêlent. Et apparemment, quelque chose est en train de changer. Quoi? Vous allez savoir. Ça vous regarde. Alors effectivement, moi j'ai été extrêmement étonné par, il y a 2-3 semaines, quand j'ai lu, mais je vais vous dire pourquoi ne pas le citer, j'ai vu cette couverture de VSD d'il y a 2 semaines, où ils mettent les révélations d'un scientifique français extraterrestre, ils sont parmi nous. Bon, alors les extraterrestres, ça fait 50 ans qu'on en parle. Je ne vais pas retracer ici toute l'histoire, le nombre d'apparitions qu'on a vues, les avions non identifiés, enfin les objets, pardon, violents non identifiés, les manifestations d'extraterrestres, je ne parle même pas des films, les armées qui s'en sont mêlées. On avait même, nous, la gendarmerie qui avait fait un service spécial là-dessus, les polémiques, les livres, etc. Bon, et puis ça continuait, et puis c'était bien, puis il y a des gens qui faisaient des best-sellers avec ça, et c'était parfait. Et puis voilà que Jean-Pierre Petit, qui est directeur de recherche au CNRS, qui écrit Enquête sur les extraterrestres, qui sont déjà parmi nous aux éditions Albin Michel, où il dit que, quand même, il y a de fortes probabilités, il va nous en parler, pour qu'un certain nombre de découvertes scientifiques soient dues à des extraterrestres, et spécialement aux humites, aux habitants de la planète Humo. Je dois dire que Jean-Pierre Petit, Frédéric Gilbert, qui a préparé l'enquête, a eu au départ beaucoup de difficultés à trouver des scientifiques à mettre face à vous, parce que beaucoup, on ne va pas les citer, ce n'est pas ceux qui sont ici, ne voulaient même pas en discuter en disant tout ça c'est de la rigolade, etc. Nous en avons trouvé qui sont venus pour justement discuter de ça. On va essayer d'en discuter en toute, je ne dirais pas objectivité, mais en tout désir d'information. Alors moi je voudrais savoir, Jean-Pierre Petit, d'abord, qu'est-ce qui vous a amené, vous, scientifique, astrophysicien, c'est bien ça ce que vous êtes Spécialiste de cosmologie théorique. Spécialiste de cosmologie théorique, on ne va pas parler de cosmologie théorique aussi, mais enfin, absolument. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui vous a amené, d'abord à vous intéresser aux humites, et puis surtout à faire un livre quand même où vous, pratiquement, vous affirmez un certain nombre de choses quand même assez extraordinaires. En préambule, moi je vais faire tout de suite une précision parce que ça correspond à une réunion que j'ai eue à la direction générale du CNRS. Je parle en tant que Jean-Pierre Petit, directeur de recherche au CNRS, mais je ne parle pas au nom du CNRS. Bon, à partir du moment où c'est précisé, nous sommes d'accord. Tout va bien. Hein. Alors, en 1975, donc, un de mes amis m'a amené un paquet de documents, une quarantaine de pages, de textes qui avaient été traduits de l'espagnol, qui avaient transité par Claude Poher du CNES, qui les avait obtenus d'un espagnol. C'était Centre national d'études spatiales. Voilà, c'est ça. C'était assez curieux. C'était des documents qui étaient prétendument écrits par des gens qui venaient d'une autre planète. Quand on voit un document comme ça, eh bien, on éclate de rire en disant, bon, peut-être qu'au bout de 10 minutes, ça va me tomber des mains. Et en examinant ces documents, première surprise, il y avait un contenu scientifique et technique qui était de qualité. Ça, je décris ça dans mon livre, on ne va pas reprendre ça sur place, c'est pas le lieu ni le moment. Oui, vous voulez dire que ça avait l'air, tout à fait, ça avait l'air, c'était fait par des gens qui connaissaient, qui savaient ce dont ils parlaient. La science et la technique, c'était pas fait par des petits étudiants comme ça qui auraient fait un petit canular ou encore par des non-scientifiques. Bon. Puis alors après, au fil des années, je me suis procuré de nouveaux documents, je crois que je suis à peu près à 1500 pages maintenant, et j'ai découvert un réseau qui était implanté un peu dans le monde entier. Le réseau des correspondants des humites, c'est bien ça? Non, le volume, oui, le réseau des correspondants des humites et le volume des documents qui arrivaient. C'est une histoire qui dure depuis 28 années, puisque ça a commencé en 62. Hein. C'est complètement insolite comme histoire. Alors en 2 mots, Jean-Pierre Petit, parce que, pour que les gens comprennent, parce que les humites, ils vont se dire, est-ce que c'est une nouvelle marque de jeans? C'est quoi les humites? Alors les humites, ce sont les habitants de la planète Humo. Ce sont des lettres qui disent, voilà, nous habitons une planète qui est à 15 années-lumière de chez vous, et puis nous sommes arrivés sur Terre chez vous le 28 mars 50, et même dans la région de Digne. Bon, ça, n'importe qui peut écrire ça. Hein. Oui, ça. Voilà, exactement. On est content, c'est en France, ils ne sont pas comme par hasard, ils sont arrivés en France. Pas de problème. Bon. Maintenant, il y a des informations scientifiques liées à la mécanique des fluides, à la physique des gaz ionisés, à la cosmologie. Et là, j'ai commencé à accrocher un petit peu là-dessus. Premièrement, ces informations sont de qualité, mais elles sont aussi en avance sur notre époque, puisque j'ai pu en faire de la science.
Et je crois que... Vous voulez dire, attendez, qu'est-ce que c'est par « j'ai pu en faire de la science » ? Publier des travaux scientifiques originaux à partir de ces documents, en les exploitant directement. Il y a des informations suffisamment précises. Et moi, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai pu extraire de ça une solution des équations de la relativité générale à partir de données relativement précises qui étaient fournies dans ces documents. Vous voyez. Donc, ce n'est pas simplement une muse qui vous inspire, ce sont des choses exploitables. Moi, ça me surprend. Donc, attendez, Jean-Pierre Petit, ce que vous dites, c'est que vos travaux scientifiques, enfin une partie de vos travaux scientifiques, vient de cette correspondance. Complètement, depuis 15 ans. Absolument. Puis je me suis dit tout d'un coup, je vais le raconter, quoi. D'accord. Ça a été publié dans des revues scientifiques de haut niveau. Et il n'y a pas un spécialiste. De premier niveau international, oui, au top niveau. Et il n'y a pas un spécialiste français ou étranger qui viendrait critiquer mon travail. Et d'ailleurs, ça m'a été dit à la direction générale du CNRS. Vos travaux scientifiques ne sont pas en cause, personne ne les conteste. Non mais de toute façon, on n'est pas là pour les contester, voilà, on est là pour effectivement parler des sources. Voilà. Parce que ça semble tout à fait étonnant quand même, parce que quand vous dites que ça peut pas être des étudiants qui ont fait un canular, première idée. Mais, première chose, est-ce que ça peut pas être des scientifiques qui ont fait un canular? Bon, alors ça c'est une deuxième hypothèse qui a immédiatement été faite. Bon, alors il y a la durée de ce canular, 28 ans. Hein. Il y a la qualité des informations scientifiques, il y a la variété des domaines abordés. Donc c'est quelque chose de très coûteux. Qui se serait amusé à distribuer à une poignée d'Espagnols totalement incapables de les comprendre des informations tout à fait en pointe en cosmologie théorique? Et alors juste question, pourquoi des Espagnols? Alors ça, j'en sais strictement rien. Je crois que c'est surtout parce que ce sont les gens parce qu'ils sont bavards, parce que ce sont ceux qui ont parlé. Lorsque, en 67, cette affaire a fait tache d'huile dans la presse, est arrivée une lettre du Canada de gens qui avaient également reçu des documents et qui disaient « Pourquoi parlez-vous? Vous savez bien que nous avons consigne de ne pas parler. » Donc il y avait un réseau canadien. Il y a un réseau allemand, il y a un réseau australien, il y a un réseau... Alors, Martine Castelot, je connais Martine Castelot, vous êtes journaliste scientifique au Figaro. Oui. Bon, et puis vous avez écrit vous-même un livre sur ces mêmes mythes, La conspiration des étoiles. Oui, en collaboration avec Isabelle Blanc et Philippe Chambon. C'est très bien, vous avez raison de citer vos collaborateurs. Et alors vous, en revanche, vous avez des tas de détails sur les humites, la sexualité des humites. Et est-il vrai, parce que ça c'est intéressant, que paraît-il qu'ils ne connaissent d'émotions sexuelles qu'en accélération? Oui. Ça... Que c'est le seul moment où vraiment ils sont bien, c'est le moment où ça s'accélère. C'est pas ça? Ils en ont aussi, ils en ont en accélération, mais ils en ont chez eux, tranquillement, dans leur chambre, comme tout le monde. Mais alors, ils ont des émotions sexuelles quand ils se voient nus. Enfin, vous allez dire que c'est pas tellement intéressant, c'est la même chose que chez nous. Mais ils ont d'abord un premier contact sans se toucher. Vous voulez que je vous décrive Oui, absolument, absolument. C'est quand même passionnant. Racontez-nous le contact sans se toucher. C'est pas ce qui nous a passionné le plus dans cette histoire. Non, mais vous, c'est toujours à partir de la correspondance espagnole? C'est dans leurs lettres, parce que dans leurs lettres, il y a beaucoup de choses scientifiques, mais il y a aussi des détails sur leur vie quotidienne, sur leur histoire, sur leur religion. Alors, attendez, c'est un humide qui regarde une humide, ils sont hétérosexuels, enfin, ça se passe comment? C'est pas tellement homosexuel, non, c'est hétéro. Et alors, ils sont nus, et ils se regardent, et tout le plaisir est dans le regard. Ils mettent beaucoup de temps à se rapprocher, c'est très très lent. Saint-Exupéry est un humour, hein. S'aimer, c'est regarder ensemble dans la même direction. Mais là, ils se regardent en face, quoi. Ah, d'accord. Et alors? Et qu'est-ce qui se passe? Ce sont des gens intelligents, super intelligents? Si vous voulez que je vous décrive un peu la mentalité des Humites, je pourrais dire qu'ils ont une raison du cœur, c'est-à-dire ils sont très raisonnables et toute leur morale passe par la raison. Ils sont tolérants, ils ont le sens de la liberté, mais ils n'ont pas d'émotions qui pourraient ressembler aux nôtres. Ils ont le souci de respecter la liberté de chacun, et puis du respect de ce qui se fait, de ce qui se fait pas. Ils sont un peu conventionnels, si vous voulez. Alors, attendez, il y a une contradiction quand même, parce que dans le livre de chez Jean-Pierre Petit, le système humo n'est pas spécialement un système démocrate humaniste. Si, c'est très très humaniste, mais c'est organisé, tout est pensé dès le début. Si vous voulez, quand il y a un enfant qui naît, on regarde son potentiel et on le suit pendant quelques années. Et on se dit, ce petit, ça sera un très bon maçon. Son maximum à lui, ça sera d'être maçon. Ah, ils ont résolu le problème de l'orientation scolaire. Voilà, dès le début, on voit ce qu'il pourra faire dans la vie, ce qui l'intéresse, ses pulsions, mais aussi ses capacités intellectuelles. Donc il va faire toute sa vie ce pourquoi il est fait. Et il sera à la bonne place dans la société, parce que tout le monde gagne de la même manière. Donc si un médecin... Ah, vous voulez dire c'est les mêmes, mêmes salaires, oui. Donc si quelqu'un a été choisi, et il a le potentiel pour être médecin, il sera médecin. S'il veut devenir maçon, il ne pourra pas l'être. De toute manière, il sera payé pareil, et ce n'est pas sa place. Il devra rester à sa place. Chacun travaille selon ses capacités. Mais c'est... Attendez, si j'ai bien compris. Le marxisme-léninisme s'effondre en URSS, absolument, et voilà, il est chez les humo. Oui, c'est bien ça. Ah ben voilà, là c'est intéressant. C'est plus que du marxisme, ça va un peu plus loin quand même. Non, c'est un marxisme extraterrestre. Oui.
la déshumanisation, c'est-à-dire vous êtes en train de dire qu'un bébé, avant même qu'il naisse, on le prédestine à être maçon, et si un jour il veut changer, il restera maçon. Non, ça c'est le meilleur des mondes que vous me décrivez. C'est la sélection avant. Madame, c'est exactement ce que vous venez de dire. Non, vous avez dit, pas du tout. Vous avez dit, après la naissance, si un enfant est jugé apte à être maçon, pendant plusieurs années, on va le suivre et il sera maçon. S'il est apte à être médecin, il sera médecin. Voilà. C'est exactement ce que vous avez dit. Après la naissance. Donc je répète ce que vous avez dit. Moi, j'appelle ça de la déshumanisation, ou alors en tout cas de l'intérêt collectif à outrance. Oui, c'est ça, c'est de l'intérêt collectif à outrance. De manière, déshumanisation, ce ne sont pas des êtres humains, ce sont des extraterrestres. Nous, terrestres, on parle d'humains. Ah oui, mais il y aurait d'autres choses qu'on pourrait leur apprendre. Si vous voulez, par exemple, moi je ne dis pas que c'est l'idéal, je ne les vois pas comme l'idéal. Parce que, par exemple, ils n'ont aucune imagination. Ils sont tellement sérieux que leurs lettres sont un peu tristes. En plus, ils n'ont aucun sens de l'art. La seule chose qu'ils font, ce sont des concerts d'odeurs. Ils adorent, ils ont des orgues à parfum et ils se font des concerts d'odeurs. Ils ont l'odorat hyper développé. Ils font des concerts d'odeurs. Oui, parce que nous, on fait des concerts de musique. Oui, c'est vrai, oui. C'est pas mal. Il y a le top 50 de l'odeur, voilà, il y a la pop odeur. Voilà, il y a... Non, mais c'est... Non, écoutez, franchement, Jean-Pierre Petit, bon, j'écoute ça. Non, mais tout ça, ça me paraît extrêmement sympathique et plutôt... Enfin, effectivement, je partage un peu, monsieur, là, s'il y a des choses un peu quand même effrayantes. Je ne dis pas que c'est bien. C'est leur manière d'être, hein. C'est leur modèle. Moi, je ne présente pas comme ce qu'il y a de mieux. Hein. Tout à fait. Non, mais je n'ai pas dit ça, mais enfin, vous les aimez un peu, quand même, Martine. Hein, je me suis habituée depuis le temps que je les fréquente. Ça fait 2 ans et demi, bon... que je vis avec eux, avec leurs lettres, en rencontrant les gens qui sont dessus depuis des années, qui les voient, qui s'en occupent, enfin, qui leur téléphonent. Alors, je vais demander à Jean-Claude Ribes. Jean-Claude Ribes, vous êtes directeur de l'Observatoire de Lyon, vous êtes astronome. Qu'est-ce que vous pensez de cette... C'est de la science-fiction. Bon, moi je suis un amateur de science-fiction. Ce qui me gêne toujours, c'est quand on mélange la science-fiction, une histoire, bon, un peu banale d'ailleurs, avec pas beaucoup d'imagination, je trouve, et puis essayer de dire c'est vrai. Donc j'aimerais, si vous voulez, on va peut-être pas le faire tout de suite, mais qu'à un moment on parle d'extraterrestres, parce que tout à l'heure vous avez dit, les extraterrestres, on en parle depuis 50 ans, ce qu'elle avait l'air de dire, les extraterrestres, c'est uniquement les petits hommes verts, les soucoupes volantes et des choses comme ça. Or, le problème de la vie extraterrestre est traité depuis 2000 ans et plus, on en parle, et c'est un sujet scientifique, étudié, sur lequel on peut dire un tas de choses, et la composante OVNI, comme quelque chose qui a éventuellement quelque chose à voir avec la vie extraterrestre est quelque chose à étudier. Alors, monsieur Ribes, ce que je voulais savoir, c'est que vous estimez que la démarche, par exemple, dans ce livre de Jean-Pierre Petit, je parle dans ce livre, n'est pas une démarche scientifique. Non, effectivement, je pense que c'est une démarche de croyance. Et Jean-Pierre Petit, à mon avis, est trop modeste lorsqu'il... Laissez-moi terminer là. Je pense que vous êtes trop modeste dans ce cas-là, en prêtant à des révélations extraterrestres, des travaux de cosmologie que vous avez faits, sur lesquels moi, je ne suis pas spécialiste, je ne me prononcerai pas. Ils ont été publiés dans des revues, comme vous dites, de haut niveau, où il y a un comité de lecteurs, donc ça prouve qu'ils étaient jugés de bon niveau par la communauté scientifique. Alors, que vous décidiez de dire « Ah ben oui, j'ai lu une révélation », bon, c'est vrai que Sakharov a publié une partie de ces choses-là aussi en 67, et donc il y a des coïncidences, c'est normal, les mêmes idées, plusieurs personnes peuvent les exprimer. Voilà. Mais le reste, pour moi, c'est de la science-fiction. Moi, je voudrais faire un commentaire. Jean-Pierre Petit, oui. Alors, premièrement, dire que dans ces textes, ça manque d'imagination, ça c'est faux, parce qu'il y a des choses quand même qui sont assez subtiles, et vous ne pouvez pas les qualifier. Bon, évidemment, quand on prend... Il y a tout un aspect folklorique, ce qui a été évoqué, et cet aspect folklorique, c'est pas ça qui est intéressant. C'est le noyau dur, science qui est intéressant. Bon. Alors, premièrement, que ça manque d'imagination, ça c'est pas vrai. Ensuite, ce que vous dites là, actuellement, c'est que vous avez publié des travaux qui sont solides, et puis maintenant, vous êtes en train de vous faire un peu de publicité en ramenant cette histoire de contact pour essayer de faire parler un petit peu de vous là-dessus. Ça revient à peu près à ça au même. Non, mais pour faire une chose pareille, eh bien, il faudrait que ce soit moi qui ai, à la limite, écrit ces documents. Or, ça date de 62. La grosse partie de la formation scientifique arrive entre 62 et 67. C'est-à-dire à une époque où moi, j'étais étudiant en sciences. Moi, j'étais étudiant en sciences. Alors, je ne pourrais pas avoir fabriqué ce type de matériel en me disant je vais m'en servir dans 25 ans. Mais attendez, Jean-Pierre Petit, je veux bien tout cela. Évidemment, sur le contenu scientifique, oui, Jacques Vaveny, je vous donne ça. Évidemment, et ça on ne peut pas discuter, et tout le monde va vous accorder voix, étant donné que vos travaux scientifiques sont reconnus, etc. Mais il y a quand même des choses, c'est-à-dire que vous avez éprouvé le besoin de vous engager. Dans votre livre, à un moment donné, vous décrivez ce que vous avez eu, je raconte, dans une chambre d'hôtel. Mais ça, c'est souvenir au rêve. Bon. Il n'y a pas de preuve dans une chose comme ça. Oui, ça fait partie du côté testimonial. Oui, alors le côté testimonial où vous dites, vous étiez là, vous étiez presque comme paralysé, et vous avez presque vu des hommes, ou enfin des apparitions qui étaient en train de passer dans votre chambre. Vous ne le présentez pas honnêtement comme un rêve, vous le présentez quand même comme quelque chose de vécu. Souvenir au rêve.
venir au C'est rêve. précis, exactement comme ça. Parce que quelque chose dont vous êtes témoin, vous ne pouvez pas dire si c'est quelque chose que vous avez vécu ou c'est quelque chose qui a été pour vous une hallucination ou un rêve. Vous ne pouvez pas le dire honnêtement. Alors, la question Par contre, très précise... Ce que je dis, c'est que sans ces documents-là, je n'aurais pas pu faire mes travaux scientifiques. Ça, c'est un point. Ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que le fait que vous dites, parce que c'est ça la question qui est posée, en fait, les humides ne sont pas un alibi pour faire passer un certain nombre de découvertes scientifiques ou de travaux scientifiques. Vous dites, j'ai eu ça par cette correspondance. C'est plutôt un handicap. Bon. Non, c'est pas un handicap. En tout cas, non, parce que c'est très beau comme histoire. Mais alors, la question qu'on peut se poser, et je vais poser, est-ce que quand même, vous ne pensez pas, alors l'hypothèse qu'on a abordée, que ce sont des gens qui peut-être, effectivement, sur une période extrêmement longue, et pourquoi pas, ont pu, je veux dire, écrire tout un corpus, comme on dit, de lettres, etc., qui ont servi... Alors, c'est la question que je pose. Il faut être scientifique pour faire une chose Absolument, comme ça. mais je dis, est-ce que les scientifiques n'ont pas fait ça? Ils n'ont pas de temps à perdre. Les scientifiques, quand ils ont des idées scientifiques, ils les exploitent pour eux-mêmes. Ils ne vont pas s'amuser à ensemencer une douzaine d'Espagnols avec des choses pareilles. Ça ne tient pas debout. C'est une piste qu'on a explorée dans notre livre et elle ne tient pas la route. Alors, monsieur? Oui, je voulais juste dire, pour être complet et pour éclairer les spectateurs, dans les hypothèses possibles, j'ai pas d'opinion sur la vérité, mais dans les hypothèses possibles, il n'y a pas forcément le canular fait par quelqu'un pendant 25 ans ou la vérité. Il peut y avoir aussi un canular ou quelque chose de monté à un moment donné et un phénomène qui s'autogénère ensuite parce que simplement ça se connaît. Bon, je connais bien les Espagnols pour avoir vécu en Espagne et travaillé à l'époque de ces affaires-là. Bon, ils sont très excités sur les affaires d'OVNI et toutes ces choses-là en général. Donc on peut imaginer, je ne l'affirme pas du tout, mais on peut imaginer que le phénomène humo démarre à un moment donné par l'action de quelqu'un et qu'ensuite, spontanément, des spécialistes à droite ou à gauche ou des groupes aient envie de continuer à le faire vivre et que 100 ans après, le phénomène humo continue. Oui, mais vous me disiez tout à l'heure, moi, j'aurais été très tenté de créer des documents de ce genre. Mais moi, je vous mets au défi de le faire. C'est-à-dire, faites un document qui contienne des informations scientifiques qui soient cohérentes. Et ça, c'est pas facile à faire. Attendez. Parlez pas sans micro, c'est pas la peine. On a montré à d'autres physiciens un certain nombre de documents humides. Et le verdict, en fait, est que c'était tout à fait à la portée d'étudiants ayant un niveau de maîtrise maximum. Qui sont ces gens? Des physiciens. Vous pouvez donner leur nom? Je peux citer au moins un nom. Qui? Oui, M. Bergogneau, qui est un physicien à Avignon. Il est à Avignon, mais est-ce qu'il est spécialiste en cosmologie théorique? Non, mais on ne fait pas le coup de l'argument d'autorité, on en discutera. Non, mais c'est très important, parce qu'il faut être spécialiste de la discipline concernée. Bien entendu. Qu'est-ce qu'il vous a dit, ce monsieur? Bon, écoutez, j'ai pas les documents ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que son opinion générale sur ces documents, et qu'il s'agissait là de l'œuvre tout à fait classique d'étudiants de maths physique qui auraient un peu d'imagination. Alors, quelles sont ses qualités scientifiques? Quelle est sa compétence? Il faut que vous nous le disiez. Non, mais on ne va pas passer le débat là-dessus. Ce que je voulais simplement vous dire, c'est qu'il y a l'opinion de Jean-Pierre Petit sur ces documents et qu'il y a d'autres opinions. Oui, moi je suis spécialiste de cosmologie théorique et votre bonhomme, je ne sais pas ce qu'il fait. Oui, attendez, Jacques Benveniste et ensuite monsieur. Oui, monsieur demande ce que c'est que la cosmologie théorique. C'est une théorie d'Einstein, c'est la relativité générale, c'est au top niveau de la science. Et ça... La théorie d'Einstein avait été remise en cause par... Attendez. Je croyais que la théorie d'Einstein venait d'être remise en cause il y a un an ou deux par un Américain qui est dans une chaise, ne peut pas parler, s'exprime par ordinateur. Il a remis en cause lui-même la relativité d'Einstein. Non, c'est pas vrai. Non, mais là ça c'est plus compliqué, on va pas s'engager là-dessus parce que c'est une autre chose. Vous avez des informations de cinquième main. Non, mais ça c'est un autre problème et puis la théorie n'a pas été remise en cause, elle n'a pas été démentie. C'est une discussion scientifique qui a lieu. Je voudrais dire quelque chose au sujet des documents scientifiques. Nous aussi, nous les avons fait analyser par d'autres chercheurs que Jean-Pierre Petit. Et c'est vrai que par moment, il y a des erreurs stupides qui sont vraiment de niveau de terminale, qu'un élève de terminale C ne ferait pas. Et alors, c'est très bizarre, ça oscille en permanence entre des documents très très intéressants, très originaux, et puis une erreur grossière à chaque fois. Alors c'est vrai que tous les scientifiques, et j'en connais pas mal, et je peux citer un nom puisque je le cite dans mon livre, Jean-Pierre Luminet, qui est spécialisé de trous noirs à Meudon, quand ils ont lu, ils ont été très enthousiasmés, et puis après ils sont tombés sur une ou deux fautes comme ça, et puis oh non, c'est de la bêtise, et ils ont laissé tomber. Alors bon, ce qu'a fait Jean-Pierre, c'est qu'il a lu des centaines de lettres, donc dans l'ensemble, il a réussi à retrouver, c'est comme un puzzle. Oui, attendez, Martine Castelot, je crois que je vais donner la parole à Jacques Benveniste, ensuite à Renaud Maric, oui. Oui, moi je voudrais dire que... Jacques Benveniste, vous êtes, je dois dire, directeur de recherche à l'INSERM, scientifique vous-même. On a beaucoup parlé de vous. Ce n'est pas le sujet de l'émission, au sujet notamment de la mémoire de l'eau. Mais vous avez préfacé, en tout cas, vous avez édité le livre de Jean-Pierre Petit. Oui, c'est ça. J'ai ouvert une collection qui s'appelle Aux Marches, dans les deux sens du terme, limite et marche, de la science, chez Albin Michel,
J'ai donc ouvert cette collection au livre de Jean-Pierre Petit. Et j'ai ouvert uniquement parce que de quelque côté, et ça je voudrais bien qu'on essaye de centrer le débat là-dessus, de quel côté qu'on se tourne, il y a un mystère scientifique. Si on déclare que ce sont des extraterrestres, et je tiens à préciser une fois pour toutes que aussi bien le livre de Petit que le livre, les 3 auteurs qui viennent de sortir chez Lafon, je crois, à aucun moment il est possible de dire que ces gens font preuve d'une croyance quelconque. Ils sont là, ils se posent des questions, et je crois même qu'à la fin, ils terminent plutôt en disant on n'en sait trop rien. Oui, attention, c'est plus compliqué que ça. Oui, hein. enfin, mais dans l'ensemble, c'est la tonalité des 2 livres. Il n'y a pas du tout une adhésion sans réserve à ce genre de choses, et les nombreuses anomalies sont très bien décrites. Mais surtout, il y a un problème scientifique. Car, ou bien il y a un mystère Humeau, ou il y a un mystère Petit. On ne peut pas sortir de là. Alors, le mystère Petit, c'est le suivant. Voilà quelqu'un qui, de formation de base, si je comprends bien, est ingénieur de l'aéronautique, plutôt destiné à dessiner l'aile de l'Airbus ou un empennage chez l'aérospatiale qu'à faire des études théoriques fondamentales. Il sort, il y a 15 ans, tout un ensemble pratiquement de plans, il fait circuler de maquettes, de vaisseaux, de bateaux qui peuvent se transformer en avions selon la puissance qu'on y met, MHD, magnéto-hydrodynamique. Bon, évidemment, comme vous l'imaginez, dans notre beau pays cartésien, tout le monde rigole. Bon. Oui, je précise simplement que ces avions ou bateaux pourraient aller à des vitesses pour des avions de 1500 km/h et pour des bateaux de 400 km/h sous l'eau. Pour les avions, pour les avions de 15 000, beaucoup plus que ça. 15 000 km/h, sans bang. Oui. Enfin, au niveau des toits, sur un principe. Bon, très bien. Plus besoin du TGV, hein, c'est bien. D'où d'ailleurs le fait que Petit soit arrivé à considérer les ovnis comme une hypothèse possible, puisque ces aéronefs-là volent selon un principe qui ressemble fortement aux ovnis. Bon, très bien. À partir de là, tout le monde rigole, et évidemment, les inévitables fourmis japonaises, VSD de cette semaine, eux, rigolent pas du tout et font circuler un bateau. Et évidemment, dans 15 ans ou 20 ans, l'industrie française va ramer derrière pour essayer de fabriquer les mêmes machins. C'est l'histoire habituelle de la découverte scientifique en France, on n'y reviendra pas. On peut montrer le bateau en question. C'est quand même quelque chose d'impressionnant. Avec 18 ou 18 passagers, ou je sais pas. Je sais pas, ça fait 22 mètres de long, 150 tonnes. Oui, monsieur, attendez, 30 secondes. Ouais. Je voudrais savoir, pardon, s'il est possible de recadrer un peu le débat sur le thème de l'ufologie. Ici, j'y viens. Excusez-moi. Non, mais j'interviens parce qu'on a le choix entre une alternative finalement qui est pour les scientifiques de ne s'intéresser qu'à la vie extraterrestre et pas du tout au dossier OVNI. Et pour ceux qui sont intéressés dans le dossier OVNI, de s'intéresser simplement à des aspects contactés, un avatar des contacts qui dure depuis plusieurs dizaines d'années. Le dernier en date, enfin, le dernier révélé sur le plateau, c'est Humeau. Et l'ufologie, c'est bien autre chose que les contactés ou rien du tout. Et je crois que les scientifiques en tant que tels, je suis aussi maître de conférence dans un laboratoire affilié au CNRS, en tant que tels, les scientifiques peuvent avoir une attitude sur le dossier OVNI. Et je crois que celle-ci mérite d'être discutée, et elle pourrait être discutée de façon posée, à la fois par des gens qui réfutent, et je crois avec de bons arguments, le discours prétendu Humeau, et par les tenants de ce discours. Écoutez, excusez-moi. De toute façon, l'émission est bien là-dessus. Oui, allez-y, Jacques Avelis. Je voudrais bien l'amener jusqu'au bout. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, ce soit le problème des ovnis. Mais enfin bon, on peut en parler si vous voulez. Non, mais l'émission, en tout cas, elle est un peu là-dessus. C'est à propos du livre de Petit. Hein. Bon. C'est pour ça qu'on a fait l'émission. Oui, je voudrais donc continuer cette question. Là-dessus, on considère la MHD comme quelque chose de pas très intéressant. Petit dit, bon, bah, très bien, on ne veut pas changer sur la MHD, bah, je vais faire la cosmologie fondamentale. Et à ce moment-là, il publie des thèses du niveau de celle de Zakharov, publiées dans les plus hautes revues internationales, changeant complètement notre conception de l'univers, et par exemple, pour donner un exemple très frappant, parlant de vitesse de la lumière variable. Alors qu'on sait bien que tout repose sur un dogme, la vitesse de la lumière est constante. Il est immédiatement excommunié sur le plan scientifique, comment la lumière variable, c'est pas possible, etc., etc. Alors moi, j'aimerais qu'on m'explique comment quelqu'un, à moins que l'autre hypothèse qui est possible, c'est que Petit lui-même soit un humeau, soit un extraterrestre, comment quelqu'un peut passer de la conception presque technologique, je dirais, le véhicule, à des travaux de cosmologie fondamentale. Alors, à la planète Humeau. Ou bien Petit est un génie absolu, et il faut tous dire sa place au Panthéon dès maintenant, ou bien
il y a un autre mystère quelque part. Mais il faut discuter autour de ce problème. Alors attendez, non, vous posez le problème petit, mais ce n'est pas seulement, on n'a pas fait l'émission. Je pose le problème du contenu scientifique. Tout à fait, Jacques Vamelis. Ce que je veux dire, oui, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que ce que vous essayez de dire, évidemment, et c'est vrai, c'est que Petit n'est pas un plaisantin. Petit est un scientifique qui a fait un certain nombre de travaux, et qu'on se dit à ce moment-là, est-ce qu'il faut poser le problème, est-ce que lui est un ovni ou pas? Je crois que le problème ne se pose pas seulement là. Le problème se pose à partir du moment où il intègre, et pourquoi pas, et attention, là on n'est pas, où il intègre la planète Humo, les travaux des Humites, dans ses travaux scientifiques, ou du moins il estime qu'il leur est redevable. Ce qui est très intéressant. Mais à partir de là, ça pose un problème, puisque tout ce qui s'est passé autour, ça vient de là. Renaud Marie. Si on dit non, on doit immédiatement répondre à l'autre question, sinon on ne va pas au fond des problèmes, on survole. D'où viennent les découvertes de Petit? Il faut répondre à cette question. Alors Jean-Louis Audier, qui n'a pas encore parlé de l'Observatoire de Nice. Vous êtes astronome également. Disons qu'il n'y a pas que les découvertes de Jean-Pierre Petit qui viennent de très loin. À mon avis, la genèse d'une idée scientifique, c'est quelque chose qui peut être extrêmement bizarre. Et ça tient très souvent de considérations poétiques ou esthétiques, plus que de considérations scientifiques. Je ne connais pas le fond scientifique des lettres des Humo, parce que je ne sais pas ce que c'est. Je sais que le travail de Jean-Pierre Petit, c'est un travail de très haute qualité scientifique. Est-ce que Jean-Pierre Petit ne fait que traduire ce qui avait déjà été révélé, ou est-ce qu'une idée qui était au milieu d'un fatras, puisque c'est cité comme ça, s'est mise à provoquer un déclic qui a permis de faire germer une idée intéressante? C'est le problème de la pomme de Newton. C'est-à-dire qu'on peut passer à côté de tas de choses pendant des dizaines d'années, et puis c'est pas parce que, grâce à une pomme, Newton a compris peut-être ce que c'était que la gravitation, que la pomme était extraterrestre et possédait la révélation. Que la pomme est tombée de la planète Humo. Voilà. Alors ça, c'est effectivement le premier problème. Je crois qu'il faut déconnecter la genèse de l'idée scientifique. C'est quelque chose de très personnel, et ça peut venir de n'importe quoi, hein, un poème bien lu, de la musique, et je veux dire, bon, si les équations sont simplement traduites depuis les lettres Humo, alors s'il y avait une idée qui passait dedans, puis qui s'avère effectivement être riche, etc. Jean-Pierre Petit, avant de donner la réponse, je voudrais faire parler juste Renaud Marie qui dirige SOS OVNI. Oui, je peux peut-être me présenter rapidement, c'est pas le plus important, mais que les téléspectateurs sachent à qui ils ont affaire. SOS OVNI, c'est donc une association d'ufologues, de personnes s'étant regroupées pour essayer d'en savoir plus sur les ovnis. Il se trouve à Aix-en-Provence. Jusque-là, rien de très original. Des associations comme ça, il y en a beaucoup à travers la France et le monde. Peut-être deux particularités. C'est une association qui existe depuis 1974, donc une certaine ancienneté. Et puis aussi, c'est une association qui ne fait pas qu'engranger des témoignages et de l'information, mais qui, je dirais, restitue l'information à travers deux revues, un trimestriel nommé OVNI Présence, une revue nommée Phénoména, et un serveur Minitel qui est le 3615 SOS OVNI. Maintenant que vous avez fait votre pub, vous avez raison. Merci. Maintenant, revenons au débat. Association de loi de 1901, je le précise, hein, donc pas de publicité commerciale. Maintenant, pour en revenir très précisément à ce débat, je suis frappé par le fait que l'on parle énormément de vérification scientifique, mais qu'on ne se soit pas tourné vers des gens qui sont les spécialistes de l'espionnage et du renseignement. Car on s'aperçoit de quoi dans cette affaire Humo? C'est qu'elle porte en elle sa propre destruction, son propre discrédit. Et pour prendre un exemple qui est très proche de nous, c'est l'émission qu'on est en train de faire. Par quoi a-t-elle commencé? Par des questions tout à fait scientifiques avec Jean-Pierre Petit. Je pense que ça a retenu l'attention de beaucoup de téléspectateurs, que ça les a frappés. Mais tout de suite, on embraye avec quelque chose d'autre qui est la sexualité des Humo. Et là, je pense que ça a fait rigoler énormément de gens. Attendez, recommentez pas l'émission. Est-ce que vous avez des choses à dire par rapport à ce qui s'est dit? Il y a un vrai débat fondamental. Il ne faut pas analyser l'émission, vous n'êtes pas critique de télé ici, et ce n'est pas le problème. Le problème est de savoir par rapport à ce qui est en train de se dire, et qui est fondamental. Alors, il ne faut pas perdre du temps là-dessus. Il faut savoir si pour vous, puisque vous êtes SOS OVNI, est-ce que c'est quelque chose par rapport... Parce que le sujet, je reviens juste un mot, c'est que Jean-Pierre Petit met sa compétence scientifique quelque part au service des Humites. En ce sens qu'il dit, les Humites m'ont inspiré. Ce qui est d'ailleurs extrêmement, je dirais, en tout cas, très courageux de sa part et très aventureux de sa part. Alors qu'est-ce que vous pensez de ça, qui est le fond du débat?
qu'a dit aussi Jacques Benveniste. Ces révélations, on les connaissait en privé depuis un certain temps. Sur le plan strictement ufologique, je ne sais pas si c'est très intéressant ce que l'on peut dire. Il est question dans ces livres de photos d'ovnis qui se sont révélées être truquées, effectivement. Mais ça, c'est pas important. Pas dans mes livres, j'ai jamais fait ça dans mes livres. Non, mais il y a le livre de Martine Castelot également. Moi, ce que je veux dire simplement, c'est que cette affaire-là ressemble quand même beaucoup à une désinformation telle qu'elle se pratique par les services de renseignement que l'on connaît à travers le monde. Voilà, tous les gens qui, sur ce plateau, ne sont pas scientifiques ne peuvent évidemment pas contrer Jean-Pierre Petit. Je n'ai aucune prétention scientifique à ce niveau-là, c'est évident. Il y a une autre interprétation possible, qui est l'interprétation de la conspiration ou de l'espionnage. Ce que je veux dire, c'est que ce procédé qui consiste à présenter des documents qui sont tout à fait valables, tout à fait intéressants, et à glisser au milieu de ces documents des erreurs du style 1 + 1 = 3, eh bien, ce procédé-là est un procédé classique des manipulations et des désinformations telles qu'elles se pratiquent dans les grands services de renseignement qu'on connaît dans le monde. Bon. Jean-Pierre Petit, oui. Alors moi, je voudrais répondre à Eudier, parce que Eudier parlait des sources d'inspiration des scientifiques. Bon, effectivement, Newton, il a une source d'inspiration, il a vu tomber une pomme. Un autre aura vu un poème. Bon, là, sans rentrer dans les détails techniques, il y a quand même des choses très précises. Le produit du rayon de courbure de l'univers par le carré de la vitesse de la lumière est une constante absolue. La vitesse de la lumière varie. La solution unique est à courbure négative. L'énergie se conserve et pas la masse. Bon, dans d'autres plans, il existe deux univers qui sont énantiomorphes, qui ont des flèches du temps en opposition. L'un contient la matière, l'autre antimatière. Ce sont des renseignements scientifiques techniquement précis. C'est pas une pomme qui tombe. Et moi, c'est ça qui m'étonne. Mais est-ce que ces renseignements, c'est ça qu'on va savoir, est-ce que c'est les humides qui vous les ont révélés? Ces documents. Bon. Et maintenant, je vais vous donner un type de renseignement qui n'est pas encore exploité. En 88, un certain Dominguez a un de ces bons hommes-là au téléphone. Les Espagnols posent les questions qui correspondent à leur niveau scientifique. Ils sont assez naïfs. C'est monsieur tout le monde. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Et l'autre répond, ça n'existe pas. Quand une étoile à neutrons atteint sa masse critique, celle-ci est transférée dans la structure gémellaire. Voilà le type de réponse. L'Espagnol ne peut strictement rien comprendre à cette question-là. Ben, je vous garantis que ça engendre chez moi un tas de recherches scientifiques. J'espère bien aboutir. Là, je prends date. Parce que là, je n'ai pas encore abouti. Vous voyez. Structure gémellaire, tout ça, on va en parler. Oui, je voudrais revenir à ce que M. Benveniste disait tout à l'heure. Je crois que c'est tout à fait faux, en fait, la présentation qui est faite, et elle est justement un peu trop fantastique. L'histoire de la MHD. Jean-Pierre Petit a fait des choses en MHD, il a apporté des contributions sur un système théorique de propulsion d'aéronefs en MHD. En revanche, pour les bateaux, il n'y a strictement rien et on n'a pas eu besoin des humeaux. J'ai fait en 61 des expériences dans mon lavabo. Je ne vais pas prétendre que j'ai fait des inventions parce que c'est élémentaire, c'est connu depuis 100 ans ou à peu près. Donc la propulsion des bateaux, les Japonais n'ont rien volé à Jean-Pierre Petit là-dedans. C'était publié dans les années 60 aux États-Unis déjà et les gens avaient bien vu le problème. Le problème de base, c'est absolument élémentaire, la propulsion MHD d'un bateau. Simplement, ils avaient dit tout de suite, malheureusement, ça ne peut pas marcher de façon pratique parce qu'on ne sait pas faire de champ assez fort. Donc c'est devenu possible quand il y a eu la supraconductivité. Et ça, dès 64, c'était publié. Donc il n'y a absolument rien, il n'y a aucune révolution. Voilà, il n'y a pas d'innovation. Donc, encore une fois, je ne sais pas du tout pour attaquer Jean-Pierre Petit qui a fait d'autres choses. Et alors, deuxième point, sur la cosmologie, il faut faire très attention. Jean-Pierre Petit a fait des publications dans des revues à comité de lecteurs. Donc, il a fait des publications valables. Il ne faut pas sauter à l'extrême, dire il a révolutionné la science, parce que ça fait sourire, enfin ça fait même éclater de rire les scientifiques. Ce n'est pas une révolution. Dire, il propose comme hypothèse que la vitesse de la lumière est variable. Pourquoi pas? Il y a 36 000 explications possibles. La relativité d'Einstein contient elle-même assez de constantes qu'on peut faire varier pour donner un tas de théories qui ne sont ni fausses ni vraies. Non, je suis désolé. Il y en a eu. Il y a des centaines de publications sur le sujet. Donc, alors, n'employons pas d'arguments d'autorité. On peut faire des choses. Il y a une confrontation avec l'observation qui est tout à fait correcte. Je veux dire. Et ça, des solutions qui se confrontent à l'observation, il n'y en a pas beaucoup. Donc, il faut, si vous voulez, raison garder. Il faut dire qu'on peut à la fois apporter une contribution et non pas dire qu'on a révolutionné. Juste le problème quand même qui est posé, c'est que en fait, ce que vous mettez en doute, c'est non pas si je vous ai bien compris, ce ne sont pas les découvertes ou les travaux de Jean-Pierre Petit, mais le fait qu'il les attribue à telle ou telle influence ou à tel ou tel apport. Le fait qu'ils disent que les travaux humides, enfin ces fameux documents, apportent des révélations qui n'existaient pas. Ça, je le conteste formellement. C'était effectivement à la portée. Ça veut dire que, par exemple, la physique française est peuplée de gens du niveau de Sakharov, mais qu'on ne connaît pas, qui ne publient pas. Qui n'arrivent pas à Tout est banal. Ce que vient de dire monsieur, c'est tout est banal. C'est des découvertes, bon, après tout, des univers avec vitesse lumière variable, des hypothèses de ce type, gemellaires avec temps rétrosynchrone, qui sont publiées dans Modern Physics Letters. C'est banal. Il y en a plein partout. Je vous dis, c'est simplement par erreur qu'il n'y a pas 5 prix Nobel par an pour les physiciens français.
Je trouve ça Non, un petit peu surprenant. Effectivement, non, on ne peut pas discuter là de la valeur. Je voudrais sortir une idée révolutionnaire. Oui, allez-y. Monsieur Rib dit non. L'idée révolutionnaire, c'est de voler à vitesse supersonique sans faire de bang. Bon, et ça, c'est une idée qui est nouvelle. Elle n'était pas en 64 dans toutes les revues. C'est Vous tout le à fait. savez. Ce sont des travaux de Jean-Pierre Petit, et moi je lui en laisse la paternité. Je ne vois pas pourquoi on dirait, il a le droit de le dire, je n'ai rien inventé, j'ai copié sur les humides. Mais c'est tout à fait normal que Jean-Pierre Petit ait fait ce genre de travaux, tandis que c'était votre spécialité. Ça vous gêne tellement que je puisse dire que je me suis inspiré de ces pas. Mais je crois que le problème, c'est que tant qu'on n'aura pas volé à 15 000 km à l'heure, on doutera, c'est comme d'habitude, on doute. D'ailleurs, Petit ne dit pas qu'il s'est inspiré des humides, il s'est inspiré de textes qui sont attribués par certains à des humides. C'est quand même différent. Oui. Il n'est pas aussi précautionneux, Jacques. Oh Il n'est pas aussi précautionneux. Là, vous jouez sur les mots. Là. Attendez, excusez-moi, on va juste un moment, parce qu'on va non pas se calmer, surtout pas. On va faire une petite pause. Auparavant, je voudrais donner un numéro de téléphone. Si vous voulez participer à l'émission, quand vous le participez maintenant, vous téléphonez au 42 32 32 32 et vous laissez votre nom et adresse. Et évidemment, vous venez à l'émission, vous participez à ces enregistrements passionnants. A tout de suite, après une petite pause. Envoyez instantanément un fax avec un simple Minitel. 3617 code fax. Simplement par Minitel. Votre enfant a un talent fou. Si aujourd'hui vous décidiez de le révéler, avec le piano Yongchang au son plein et riche en couleurs, c'est si facile. Appelez Yongchang au 42 70 53 53. Vous recevrez gratuitement chez vous la documentation Yongchang. Faites vite. Avec votre piano Yongchang, une banquette gratuite vous attend. Pour en savoir plus, appelez maintenant le 42 70 53 53. À tout de suite. Oui, madame. Je m'en occupe et je vous rappelle tout de suite. Beaucoup de gens pensent qu'en cas d'hospitalisation, tous les frais seront intégralement pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle. C'est faux. C'est pour cette raison que UNAD Direct a conçu la garantie hospitalisation. Voilà le dossier d'une de mes clientes. Elle sort de l'hôpital et, mauvaise surprise, elle n'avait pas prévu toutes ses dépenses. Sa chambre individuelle, la garde de ses enfants, taxi, transport, téléphone. En tout, 5 380 francs qui ne sont remboursés par aucun organisme. Avec la garantie hospitalisation, elle aurait touché une indemnité forfaitaire de 300 francs par jour, soit en tout 6 000 francs, ce qui est largement suffisant pour payer tous ses frais. C'est pourquoi je vous conseille cette protection, pour vous et votre famille. En cas d'hospitalisation, pas de souci d'argent. Pas besoin d'entamer vos économies ou de demander un découvert à votre banquier. Ah, la garantie hospitalisation est vendue exclusivement par correspondance. Alors appelez tout de suite le 05 387 387 pour une documentation gratuite. Un crime atroce, un suspect idéal, des aveux obtenus dans des conditions également suspectes. Tous les ingrédients de la série noire sont là, mais c'est une histoire vraie. Daniel Carlin et Rémi Lenné ouvrent le dossier de Mohamed Chara, en prison depuis 14 ans pour un crime que, selon eux, il n'a pas commis. Moi, je vous crois innocent. Voilà. De toute façon, c'est la vérité, croyez-moi. La seule affaire où je suis absolument persuadé que mon client est innocent. Chara est innocent selon Rivière. Je me pose toujours la question 3 ans après. Sauvé in extremis par l'abolition de la peine de mort, Mohamed Chara continue à proclamer son innocence. D'autres, réduits au silence par la guillotine, n'ont pas eu cette chance. Je vous dis, moi, la vérité ou ma mort. Erreur judiciaire et peine de mort, Marie Lerogris et Paul Lefebvre instruisent le dossier. Mercredi 20h50, histoire vraie. L'avenir de Mohamed Chara se joue sur la 5. Alors, la planète Humo, les humides, et surtout la recherche scientifique, effectivement, par où elle passe, quelles sont ses limites, s'il y en a, jusqu'où peut-on aller. C'est le sujet de ce Savourgarde, qui, de toute façon, est déjà assez animé. Madame, je crois que vous aviez une observation. Faire quelques observations. Oui, tout d'abord, bon, je crois qu'à partir du moment où on parle de recherche scientifique, tout est ouvert. La science, bon, c'est la recherche et bon.
qu'est-ce qu'on découvre, qu'est-ce qu'on va découvrir? Bon, ça c'est le premier point. Bon, deuxième observation, Jean-Pierre Petit parlait tout à l'heure des phénomènes qu'il a observés, qu'il a vécu un jour dans une chambre d'hôtel. Ou qu'il a rêvé, hein, il disait rêver. Oui, justement. Bon, c'est de ça que je voulais parler. C'est qu'à partir du moment où on voit, on entend, je dirais, on entend ce qu'on veut entendre, on voit ce qu'on veut voir, on est à la fois visuel, on est auditif, on est kinesthésique et olfactif. Donc, même un scientifique est influencé, je dirais, par son inconscient, par ses émotions. Bon, et quand on dit qu'on voit des phénomènes extraterrestres, je dirais qu'il faut aussi prendre en compte la personne telle qu'elle est, son inconscient, son vécu, ses émotions, et que Vous dites que tout ça est subjectif, madame, quelque part. Je ne dis pas que tout est subjectif, mais je dis que toute observation, à partir du moment où on est un homme, où on est un humain, justement, elle est influencée par d'autres phénomènes, par ce qu'on est, et Mais madame, dans mon livre, je dis exactement la même chose. Hein. L'émotionnel qui joue complètement, et je crois que là-dessus aussi, il faudrait se recentrer et peut-être voir quelle est la part de l'inconscient et de l'émotionnel dans ces observations. Oui. Ils sont très secondaires. Monsieur? Oui, moi je voulais dire d'abord deux choses. D'abord, je voulais savoir si ces scientifiques ont découvert la planète Humo, puisqu'elle n'est pas très loin, elle est qu'à quelques années-lumière. Puisqu'on découvre d'autres... Déjà pas mal, hein, quelques années-lumière. On en découvre d'autres qui sont beaucoup plus loin actuellement. Et ensuite, je voudrais dire que quand j'étais enfant, dans les années 55-56, moi j'ai assisté à un déplacement d'objets dans le ciel. Et on m'a toujours dit que c'était une météorite. Mais moi, le déplacement que j'ai vu se déplacer de droite à gauche. J'étais avec mon frère et beaucoup de gens dans le village avaient vu ça en Normandie. Et l'objet que j'ai vu se déplaçait de droite à gauche, en pleine nuit, à 10h du soir. Et non de haut en bas, comme ça aurait pu être un météorite. Alors, avant de redonner la parole, je vais vous montrer une petite chose. Hein, c'est pas pour mettre. Vous savez que c'est une petite histoire qui est arrivée récemment. Vous savez que pendant 10 ou 15 ans, on a parlé des fameux cercles qu'on trouvait en Angleterre et en France, et on se disait par quel extraordinaire, qui a fait ça, quelles sont les forces, etc. Et il y a eu des scientifiques comme Delgado, d'ailleurs, en Angleterre, qui a tout à fait cru et qui a écrit des bouquins là-dessus. Or, il s'est révélé, eh bien, ce que vous allez voir, si Gilles Daude veut nous envoyer le petit film sur les papys anglais qui ont fabriqué les cercles. Et après, on va parler des jeunes Français. Cela fait une quinzaine d'années qu'ils reviennent aussi fidèlement que les saisons. Dès que le maïs a poussé, ils font leurs premières apparitions dans les collines du sud de l'Angleterre, des dessins presque parfaits qui s'inscrivent au milieu des champs à la nuit tombée. Pour les Anglais, les cercles mystérieux sont devenus un but de promenade. Les scientifiques, eux, ne se contentent pas d'admirer, ils veulent comprendre. Et l'année dernière, l'armée s'est trouvée mobilisée pour essayer de découvrir l'origine des cercles mystérieux. Mini-tornades inexpliquées, virus inconnus, toutes les hypothèses ont été envisagées, y compris les soucoupes volantes. Mais la saga des cercles de maïs vient de connaître un nouveau rebondissement. Ce matin, deux Anglais bien tranquilles, Douglas Bower et David Chorley, affirmaient que les cercles n'ont en fait rien de mystérieux. Équipés d'une plainte de bois et d'une corde, ils ont montré comment on dessine un cercle parfait dans un champ de maïs. We enjoyed it immensely. That's why. We enjoyed it immensely, did we not? Great fun. Nous nous sommes bien amusés, expliquait Delaron, sans autre justification. Et pour eux, si on doit parler d'escroquerie, c'est plutôt du côté des experts qu'il faut chercher. Alors, je ne sais pas, il faut quand même... je ne sais pas si vous parlez d'escroquerie du côté des experts anglais, mais de toute façon, il n'y a pas eu que ces gens-là qui ont fait des choses. Il y a eu le groupe VK, 8 personnes, Thierry Pinvidic et Gilles Durand. Alors, racontez-nous, vous avez étudié cette affaire des ronds de blé en Angleterre, et je crois que vous avez décidé de faire la même chose en France. Déjà, je voudrais dire quelque chose, c'est qu'il y a une erreur assez grossière dans le reportage, là. Il n'y a jamais eu un cercle dans le maïs, jamais. Parce que pour faire un cercle dans le maïs, il faudra un bulldozer, hein, parce que dans le blé, c'est plus facile, mais dans le maïs, c'est très très difficile. Enfin, vous l'avez fait dans quoi, votre... Dans le blé. Enfin, on ne l'a pas fait, on l'a fait faire. Hein. Parce que par M. Pierre Del, qui est ici, donc, qui est un spécialiste d'effets spéciaux de cinéma, il a travaillé 40 ans comme spécialiste d'effets spéciaux. Donc nous, en fait, on s'intéresse au cercle depuis quelques années. Et donc les deux hypothèses en présence, c'est une hypothèse d'un côté parascientifique d'origine météorologique. Les cercles seraient d'origine météorologique. Et d'autre part, donc, d'autres personnes prétendent qu'ils sont d'origine extraterrestre. Voilà.
Alors nous, on a regardé ça d'un peu plus près, et puis c'est avéré que les cercles pouvaient très bien être faits de main d'homme. Et on a essayé de le prouver. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, ça... Oui, mais attention. Mais il faut que les cercles aient un certain nombre de caractéristiques pour être authentifiés par les experts anglais. Et le cercle que nous avons fait présente toutes les caractéristiques d'authenticité. Donc, vous l'avez fait pourquoi? Justement pour prouver que l'hypothèse humaine, selon les caractéristiques donc, que les Anglais accordent au cercle authentique, donc on peut le faire donc avec des moyens très simples. On peut le fabriquer donc avec un rouleau de jardinier et donc une ficelle et un piquet. En fait, là, je sais que non, mais il n'est pas. On ne montre pas ça parce que ça remet en cause vos travaux, bien sûr. Oui, c'est intéressant parce que vous voyez, c'est un canular et les gens se sont dévoilés. Que l'affaire Homo date depuis 30 ans. Et si c'était un canular, je ne vois pas pourquoi ça ne les amuserait pas de se dévoiler. Pour mettre les pendules à l'heure quand même. C'est-à-dire que les deux papis farceurs là, anglais, nous, on n'y croit pas du tout. Vous pensez que c'est pas eux? Non, c'est pas eux. Absolument pas. Ils ont depuis donc 10 ans tous les moyens à travers la presse et les bouquins de trouver donc leur source d'inspiration. Hein. Parce qu'en fait, tout ce qu'ils disent, tout ce qu'ils apportent comme preuve, on le retrouve dans les livres qui ont été publiés depuis plusieurs années. Donc en fait, il n'y a aucune preuve, disons, définitive. Et alors pour vous, ce serait qui pour vous? D'autres personnes, d'autres groupes qui fabriqueraient ces faits. Mais bon, voilà. Moi je voudrais dire une chose. Oui, Jean-Pierre Petit. C'est que l'affaire Homo, à travers une interprétation de ce genre, ce seraient des papis spécialistes en cosmologie qui auraient distribué des documents pendant 28 ans. Alors peut-être qu'on va poser cette question, ne croyez-vous pas qu'il s'agisse de scientifiques à la retraite qui s'amusent? Je vous assure que si jamais on les trouvait, j'aimerais bien les rencontrer parce que ça doit être des gens sacrément passionnants. C'est autre chose que de faire des ronds dans le blé. Jean-Louis Audier. Je vais revenir un tout petit peu en arrière sur le problème de la météorite qui ne tombait pas tout droit. Si vous regardiez le ciel souvent, vous voyez des météorites qui vont de gauche à droite, de droite à gauche et qui vont tout droit. Il suffit. Non, c'est vrai. Hein. Ouais. Oui, non, mais bon, ça, c'est des bolides, je vous assure. Il y en a un qui est passé devant chez moi à Nice il y a 3 jours. C'était superbe. Il allait de droite à gauche aussi. Il était assez loin sur l'horizon. Donc, ça, c'est une autre histoire. Mais je voudrais peut-être revenir sur le fond, disons, du contenu scientifique des révélations ou, disons, des dossiers, des documents humides. Ouais. Bon, alors il y a effectivement, moi je pense que Jean-Pierre a trouvé un certain nombre de choses là-dedans qui lui ont permis de faire des choses intéressantes, c'est vrai. Mais il y a d'autres informations à caractère scientifique qui me paraissent tout à fait amusantes aussi, parce que ces braves gens qui sont des cosmologistes extraordinaires décrivent leur habitat. Et alors là, ça devient vraiment très très comique. Parce qu'on s'aperçoit qu'en réalité, ça, c'est vraiment du niveau d'un débutant en astronomie. Hein. On se fabrique, on prend la Terre, on va multiplier par 1,2 ou bien par 0,8, et puis on va tout recalculer à l'envers. Alors, on nous fabrique une planète qui a des caractéristiques tout à fait amusantes. Au passage, il y a un certain nombre de faits troublants. Hein. Mais en fait, on en reviendra un peu plus tard. Restez sur ce que vous dites sur l'habitat. Alors, justement, ces caractéristiques, c'est amusant. Bon, il s'avère que ça ressemble beaucoup à nôtre, ne serait-ce que pour que leurs habitants soient comme nous. Ce qui est tout à fait troublant, c'est que, alors qu'on connaît la vitesse de l'évolution de l'espèce humaine, qui, au même moment, à 15 années-lumière, on en soit exactement au même niveau, au même endroit de l'évolution. Bon, ça, c'est un petit problème. Mais les autres problèmes de caractère plus astronomique, on s'aperçoit que cette planète qui ressemble étrangement à la nôtre, elle a toutes les caractéristiques de la nôtre avec un petit facteur quelque part, même la nutation. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de lune. Je ne sais pas comment faire une planète qui a une nutation sans lune autour. Ça, c'est le premier problème. Planète, pardon, vous avez dit? La lutation. La lutation, c'est une petite oscillation, c'est provoqué par le satellite. Or, celle-ci, il est bien dit qu'elle n'a pas de satellite, elle n'a pas de lune, c'est beaucoup plus simple, mais elle oscille quand même comme si elle en avait un. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème qui se pose, qui est aussi assez amusant, c'est qu'on nous dit que cette planète se trouve autour d'une étoile. Vous avez vu ça, la ah bah moi, j'ai lu un certain nombre de documents amusants. Moi, je l'ai pas lu. Hein. Autre chose, elle se trouve autour d'une étoile qui se trouve à une quinzaine d'années-lumière. Et cette étoile est identifiée. Alors là, je demande une confirmation. Non. Parce qu'il y a des documents qui nous disent que cette étoile, c'est Wolf 424. Oui. Non, n'est-ce pas? C'est pas Martine une affirmation. Oui, mais il paraît qu'elle est tout le temps, selon les mythes, cachée derrière un nuage. Alors, bon, ok. Attendez, pour les gens qui n'ont pas lu le livre, là, ils vont vous perdre. On nous dit, moi j'ai cherché quelles étaient les étoiles qui étaient à 15 années-lumière, hein, en gros, je les ai.
Je les ai toutes là. Enfin, toutes celles qu'on connaît, nous. Hein, ouais. Et vous n'avez pas trouvé l'étoile concertée? Si. J'ai trouvé tout à fait ce qu'il fallait. Ouais. VOV 424, type spectral M6, simplement la température qu'on donne, que j'ai trouvé dans le livre de Jean-Pierre, c'est plutôt K5, mais ça, c'est des querelles de spécialistes. Imaginons que... Mais ce qui m'a surpris, moi, alors je dis, bon, elle est à bonne distance, on va faire un truc bien, ça marche tout seul. Le problème, et c'est apparemment les gens qui ont sorti du catalogue Wolf l'étoile 424, ils avaient oublié de regarder les choses un peu plus près, cette étoile est double. Cette étoile est une étoile double, elle a une autre composante. C'est-à-dire qu'il y a deux étoiles qui tournent autour de... Or, apparemment, dans les documents, ils ne parlent pas du fait qu'il y ait deux soleils. Ils ne parlent que d'une étoile. Il y a le deuxième soleil se trouve, d'après tout ce que nous en connaissons actuellement, pour ce système de VOV 424, très proche du premier, aux environs de 500 millions de kilomètres. Alors là, c'est très proche, 500 millions de kilomètres, évidemment. Écoutez, la Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil. S'il y avait un deuxième Soleil à 500 millions de kilomètres du premier, nous n'existerions pas. Évidemment. Ça paraît complètement clair. Or, ces gens-là, ils existent sur une planète qui tourne autour d'une étoile. Ils n'ont pas vu la deuxième, qui est aussi grosse que la première, qui est aussi près, pratiquement. Donc, ça ne doit pas être cette étoile-là. Ou alors, il y a un... C'est pas affirmé de façon catégorique, hein, je veux dire. Ça veut dire qu'on peut toujours petit problème, trouver quand tout même. ce qu'on veut. Petit problème. C'est toujours comme ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est toujours, il souffle le chaud et le froid en permanence. Il y a des choses très intéressantes que, hop, une bêtise. Mais ils sont un peu schizophrènes, Mais non? Ils le disent d'ailleurs dans leur écrit, ne nous croyez surtout pas. Regardez ça avec recul. Si vous avez envie de croire, intéressez-vous à notre affaire, mais ne rentrez pas complètement là-dedans puisqu'ils ne veulent pas nous bouleverser. C'est ce qu'ils disent, hein, c'est leur philosophie. D'accord. Oui. Dans le domaine de l'ufologie classique, si on peut dire. Hein. Classique. Non, mais je ne parle pas de professionnels, d'amateurs. Restons dans le débat, hein, restons dans le débat. L'ufologie classique, on parle de contenu de récit ici, parce que ce qu'on nous donne, c'est des récits. Le récit d'une rencontre rapprochée, dite classique, avec des cas de contact, par exemple, eh bien, il revient typiquement dans la bouche des prétendues entités. On vous fait ça, mais ne le dites pas, ou ne nous croyez pas, ou croyez-nous en moitié, simplement. Et là, on a typiquement ce type de discours. Donc, je veux bien que vous ne croyez pas du tout à l'ufologie, mais à ce moment-là, il ne faut pas croire à ce que vous dites. Mais attendez, excusez-moi, le président Bush, il fait la même chose, non? Oui, mais il n'est pas humide. D'accord. Il n'est pas humide. C'est un comportement qui est quand même assez généralisé, non? Attendez, excusez-moi, oui. Moi, j'aurais voulu savoir si cette histoire qu'on nous a racontée aujourd'hui, elle est unique, ou s'il en existe d'autres du même type, où on mêle scientifique et ufologie. Depuis longtemps. Et la plus intéressante. C'est la seule qui a donné lieu à des publications scientifiques de haut niveau. Voilà, c'est la seule en tout cas qui a donné lieu. Alors, madame, oui, vous n'avez pas parlé, vous êtes psychologue, je crois. Alors, qu'est-ce que vous pensez des témoignages que vous entendez ou des déclarations que vous entendez? Je suis un peu perdue parce que j'ai l'impression qu'il y a un mélange de mille et une choses. D'abord, je n'ai pas la compétence pour savoir la qualité d'information qu'il y a dans ces messages, mais peut-être c'est une question intéressante. Est-ce qu'il y a, si on faisait une approche pluridisciplinaire de l'ensemble de l'information, a-t-elle quelque chose de particulier par rapport au mode de création que nous connaissons? Y a-t-il question? La deuxième chose, nous serions peut-être très intéressés de savoir qu'une civilisation qui n'a pas d'imagination a de la création. Ça serait peut-être pour nous fort révélateur. Nous serions très étonnés. La troisième, pour laquelle je m'étonnerais énormément, c'est de voir une espèce qui a un système olfactif très développé et en même temps un intellect très développé. Je trouve ça tout à fait contradictoire et je dirais même que plus l'olfaction est développée, plus l'intellect, on peut l'attendre bas. C'est étonnant parce que... Oui, absolument. C'est étonnant parce qu'on est les... Beaucoup quand le parfum est agréable. Écoutez, attendez, là, on arrive à la fin de l'émission. Madame, je crois que vous avez une lettre à nous montrer. Madame a une lettre à nous montrer, une lettre d'Anumite qu'elle a ici. Oui. Alors, je suis Madame Renée Fouéré et nous avons reçu, la lettre était timbrée du 30 août 69. Nous avons reçu cette lettre qui était donc du mot derrière le cachet en fait foi. Mon mari s'est beaucoup intéressé à la question. Dans le numéro 22 de décembre 69, on avait publié le symbole. Et je tiens à dire ceci pour M. Jean-Pierre Petit, qu'effectivement, les documents de Claude Poher, c'était nous qui les avions reçus. Et nous avons communiqué le maximum de documents à tous nos amis scientifiques qui pouvaient étudier la question. Et voilà leur réponse. Qu'il y avait des choses très intéressantes dedans, mais qu'il y avait aussi ce qu'on appelle des faux bruits, exprès pour désorienter les chercheurs. On ne donnait pas tout, mais beaucoup ont été très intéressés et à faire des études là-dessus. Et j'apporte justement ce témoignage pour Jean-Pierre. Écoutez, nous arrivons à la fin. Pierre Lagrange, je suis désolé, j'ai pas pu vous donner la parole. Je pense que vous l'aurez une prochaine fois, c'est promis.
En tout cas, écoutez, j'espère que vous n'avez pas été trop désorientés. On a essayé de faire avancer la chose, ce qui n'est pas évidemment facile, comme vous avez vu, mais je pense qu'on avait affaire en tout cas à des gens de bonne volonté. Alors, à bientôt dans la planète Oni, on va peut-être dans la planète Humo, on va peut-être émettre de là un de ces jours, pourquoi pas. À bientôt.